Donc, comment est née au départ cette idée de biographie? Ah ben, elle est née d'une frustration parce que à l'époque où j'ai écrit la toute première biographie, ça remonte très loin, au siècle dernier presque, il n'y avait absolument rien de fait sur Bram Stoker. On ne savait absolument pas qui il était. Et il n'y avait même pas de traduction en français de biographie anglo-saxonne, parce que à l'époque, autant que je me souvienne, il y avait eu 3 ou 4 biographies anglaises qui étaient difficiles à trouver en France. Et il n'y avait absolument rien de fait sur Stoker. Donc je suis parti de cette frustration-là. Et puis j'ai trouvé que c'était une bonne idée de travail. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a fait franchir le pas, en fait, c'est que j'avais vu dans le Monde un article qui précisait que le ministère de la Culture offrait des bourses d'écriture pour des synopsis de scénarios de films. Donc j'ai eu l'idée, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est un sujet, je vais proposer la vie de Bram Stoker. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant, il y avait vraiment très très peu de choses. Donc j'avais quand même, avec certaines difficultés, réussi à écrire un synopsis. J'ai eu la bourse, donc je suis parti en Angleterre, en Irlande. J'ai fait mes petites recherches. Au retour, j'ai fait un scénario que je n'ai pas pu monter. Donc ce scénario il s'est transformé en dramatique pour France Culture. Ouais. J'ai fait une dramatique de 2 heures. Et puis comme j'avais le livret de la dramatique, ben, je suis allé avec, j'ai proposé à différents éditeurs de transformer ça en livre. Et j'ai trouvé donc un éditeur et c'est sorti à la librairie Séguier à l'époque. Et qui était l'homme Bram Stoker? On connaît l'auteur, mais le personnage? Ah ben, le personnage c'est quelqu'un de très contrasté, de très riche intérieurement, mais très, comment je pourrais dire, traversé par tout un tas de courants contraires. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, je pense qu'au départ c'était un grand timide, et puis qui petit à petit a été obligé d'aller à l'encontre de cette timidité, parce qu'il s'est retrouvé plongé dans un univers qui n'était pas le sien au départ, parce que logiquement il aurait dû avoir une vie très pépère, il aurait dû rentrer dans l'administration comme son père avant lui, et puis faire sa carrière dans l'administration dublinoise, et voilà. Et sauf qu'il avait une passion qui justement lui avait été transmise par son père, c'est la seule passion qu'on connaissait de son père, c'était le théâtre. Quand il était petit d'ailleurs, sa récompense quand il avait des bonnes notes en classe, c'était d'aller au théâtre. Et donc il a gardé ce goût du théâtre toute sa vie. Et donc finalement, ça lui a permis de faire des rencontres, notamment justement de faire la fameuse rencontre avec Henry Irving, qui était la grande star du théâtre de l'époque. Et ça a complètement bouleversé sa vie. Cette rencontre a fait que Henry Irving lui a proposé de quitter Dublin, de venir s'installer à Londres pour diriger le théâtre dont il était propriétaire. Et du coup, Stoker a complètement basculé d'univers. Il est rentré vraiment, on pourrait presque dire aujourd'hui, dans la jet set de l'époque, puisqu'il a rencontré toutes les célébrités des arts, des lettres, de la politique. Enfin, c'est vraiment oui, c'est une métamorphose de sa vie qui a été totale à tous les points de vue. C'est à ce moment-là qu'il se met à écrire? Ah non, il a commencé à écrire très tôt. Par exemple, quand il était encore à Dublin, même quand il était encore étudiant, il avait commencé à écrire. Et puis quand il est rentré à son tour, comme son père, à Dublin Castle c'est un peu l'équivalent du palais de justice pour nous. Il a commencé à faire des piges, c'est-à-dire à écrire. Alors, ce qu'il faut préciser, il y a 2 choses. Il a fait des piges en tant que critique théâtral, et il avait même réussi. Enfin, c'était pas prévu au départ, mais quand il a vu pour la première fois Henry Irving au théâtre, il a été tellement époustouflé que le lendemain, il a acheté tous les journaux de Dublin pour lire ce qu'on disait sur lui. Et il s'est rendu compte qu'aucun journal ne parlait de la prestation d'Irving, ni même de la représentation de la veille. Donc il est rentré dans une rage folle. Il a été voir le plus grand journal de Dublin, qui s'appelait le Dublin Mail. Et il a carrément engueulé le directeur en lui disant « Mais pourquoi vous n'avez pas fait un article là-dessus alors que c'est le spectacle du siècle ?» Alors il lui a dit que c'était pour des raisons financières, qu'il n'avait pas les moyens de payer un journaliste pour être le critique théâtral du journal. Et Stoker a eu un coup de dé, une illumination. Il a dit « Je suis prêt à écrire, à prendre en charge cette rubrique, gratuitement, anonymement, mais au moins je serai certain que vous aurez écrit quelque chose. » Donc le directeur du journal a été
amusé, étonné. Il dit on fait l'essai, écrivez l'article, puis on verra si c'est bon. Puis il se trouve que l'article était bon. Donc il a publié son article et donc Stoker est devenu le chroniqueur attitré théâtral du journal, pendant 5 ans d'ailleurs. Et donc pendant ces 5 ans, parallèlement, il écrivait de la fiction et il publiait. Alors il a été publié dans le Dublin Mind, mais aussi dans d'autres journaux dublinois. Mais par contre, jusqu'à ce qu'il arrive à Londres, il n'a jamais publié de livres, c'était uniquement des articles dans la presse. Et quand il était arrivé à Londres, 1 an après son installation à Londres, ça faisait aussi 1 an que son fils était né, il a publié un premier recueil de nouvelles qui s'appelle Under the Sunset, au-delà du crépuscule, et qui sont des nouvelles fantastiques. Alors, il l'a dédié à son fils Noël, il s'était présenté comme un livre pour enfants, mais quand on le lit, on se rend compte que c'est quand même un petit peu... Enfin, pour des enfants, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est un très très beau livre. Et puis après, il a continué à publier régulièrement. Mais c'était vraiment... Moi, je suis très admiratif d'ailleurs, parce que je me demande comment il trouvait le temps de faire tout ce qu'il faisait. Parce qu'il avait sur ses épaules la direction complète du théâtre. Il s'en occupait d'un point de vue financier. Il gérait le théâtre. Il embauchait les comédiens, il lisait les textes qu'on proposait pour monter les pièces, il s'occupait de la promotion des spectacles, il s'occupait du suivi des tournées. Quand ils ont fait, le Lycéum a fait plusieurs tournées aux États-Unis, c'est lui qui les a organisées. Et en ayant tout ça sur les épaules, il arrivait quand même à écrire à côté. Donc je trouve ça vraiment phénoménal. Est-ce qu'on sait comment naît un petit peu sa passion du fantastique? Parce que je me souviens de nouvelles fantastiques, puis Dracula évidemment. Elle naît très tôt parce que, en fait, Stoker est né à une époque très troublée. Il est né pendant la Grande Famine. Donc il y a eu une pénurie parce qu'il y a eu une infestation de mildiou dans tout le pays. Bon, le mildiou s'est attaqué à la pomme de terre et on sait qu'à l'époque, la nourriture de base des Irlandais, c'était les pommes de terre. Et il y a eu 2 infestations successives, une en 1845 et une autre en 47, l'année où il est né. Et donc les gens étaient exsangues, je crois qu'il y a eu plus de 500 000 morts de faim, il y a plus de 2 millions d'Irlandais qui ont été obligés de s'exiler parce qu'il n'y avait plus de boulot, c'était une horreur. Et donc Stoker, quand il est né, évidemment, il en a subi les conséquences, il était d'une constitution très fragile. On a même cru pendant les premières semaines de sa vie qu'il ne survivrait pas. Et il est resté 8 ans cloué dans son lit. Il ne pouvait même pas aller à l'école. Il avait un précepteur qui venait à la maison, jusqu'à l'âge de 8 ans, parce qu'heureusement il a guéri. Et pendant ces années, la seule distraction qu'il avait, c'était de lire les bouquins de son père qui était dans la bibliothèque familiale. Et c'était d'écouter sa mère qui lui racontait des vieilles légendes. Et justement, je parlais tout à l'heure de Under the Sunset, donc son premier livre officiel. Dans ce livre, il y a une nouvelle qui s'appelle Le géant invisible et qui en fait le rappel de ce que lui racontait sa mère quand il était enfant. Parce que quand elle était jeune, elle habitait dans l'ouest de l'Irlande et elle avait vécu à l'époque d'une épidémie de choléra qui avait été épouvantable. Ça a été un petit peu comme le problème de la famine. Il y a eu des tas de morts et elle lui avait raconté qu'à cette époque-là, il y avait tellement de morts que les marchands de cercueils n'arrivaient plus à fournir. Donc il n'était pas rare qu'on mette dans un même cercueil 2 ou 3 cadavres. Et elle lui a raconté aussi que parfois il y avait des moribonds qu'on enterrait avant même qu'ils soient complètement morts. Enfin, des visions de cauchemar. Donc ça l'a vraiment marqué. Et la preuve, c'est que dans son premier ouvrage de fiction, on trouve une nouvelle qui est l'écho de ce que lui a raconté sa mère. Donc son imagination, elle est née de là. D'accord. Et Dracula, est-ce qu'on a la trace de la naissance de Dracula? Dracula, c'est plus complexe parce que c'est un réseau de rencontres, d'événements. Alors, il y a beaucoup de sa vie qui est passée dans Dracula. Parce que quand on connaît un peu sa vie et qu'on lit Dracula, on se rend compte que les personnages principaux qui sont dans Dracula, ils correspondent exactement à l'entourage immédiat de Stoker, ça c'est très clair. Mais sinon, dans les influences, il y a les influences littéraires. Par exemple, la grande influence, c'est Sheridan Le Fanu, qui avait écrit 20 ans avant Dracula. Lui, il avait écrit Carmilla,
qui avait été un grand choc littéraire pour Stoker. Et puis il y a toutes les rencontres qu'il a faites dans sa vie. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que quand il était directeur du Lyceum Théâtre à Londres, il y avait à l'intérieur du théâtre une sorte de club de salon littéraire où toutes les personnalités qui venaient au théâtre voir le spectacle se retrouvaient après le spectacle pour dîner et pour discuter avec toute l'équipe du théâtre, Irving et Stoker en particulier. Et donc dans ce club qui s'appelait le club des beefsteaks, le Beefsteak Club, il a rencontré deux personnages qui ont été importants pour l'écriture de Draculette. Il a tout d'abord rencontré un type qui avait une réputation très très sulfureuse. Il s'appelait Richard Burton. C'était un aventurier. Alors on le soupçonnait d'être voleur, d'être homosexuel, d'être drogué et même d'être cannibale. C'est dire la réputation qu'il avait. Et ce type était un personnage très important. C'est lui qui avait traduit les Mille et l'Une Nuits en anglais pour la première fois. Et il avait écrit un bouquin sur les vampires, toutes les légendes qu'il avait apprises au cours de ses différents voyages. Donc c'est une première piste, ça c'est très clair. Et il y a un autre personnage aussi qui a son importance, qu'il a également rencontré au Beefsteak Club, c'est Armenius Vanbury, qui lui était un universitaire qui arrivait de Hongrie et qui était spécialisé dans les croyances des pays de l'Est. Et donc c'est lui qui lui a parlé à la fois de la tradition vampirique dans les pays de l'Est et qui lui a aussi qui a évoqué devant lui l'existence de Vlad Tepes. Alors je sais qu'il y a tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ce fait-là. Mais en fait, je pense que la preuve que c'est vrai, on la trouve dans Dracula justement, puisque dans le seul passage où Dracula intervient directement, parce que le livre est construit de telle façon que Dracula on ne le voit jamais, et c'est tous les autres protagonistes de l'histoire qui parlent de lui, sauf à un moment où il y a une déclaration personnelle de Dracula, où il explique d'où il vient, et justement c'est lui qui dit qu'il est un descendant des Dracula, des Tepes, etc. Donc, ça parle de soi-même, quoi. Comment a été accueilli le roman à sa sortie ? Alors, il a été très bien accueilli, il a eu une presse d'enfer, il a eu vraiment des éloges de tout le monde. Je crois qu'il a pratiquement pas eu de critiques défavorables. Alors, ça a été un succès de librairie, mais pas autant que ça l'est devenu, évidemment. Ça n'a pas été le best-seller que c'est aujourd'hui. Mais quand même, du vivant de Stoker, je crois qu'on est arrivé à 10 éditions successives, donc ce qui est quand même pas mal. Hein. Ouais. Mais évidemment, ce n'est pas les mêmes chiffres que ça a connu par la suite. Et comment il l'a vécu, lui, toute cette période-là ? Est-ce que ça a changé sa vie ? Pas vraiment, en fait, parce que ce qui est très curieux, c'est que quand on regarde sa vie, on a l'impression que la publication de Dracula en 1897, ça marque l'apogée de son existence, ou du moins de son existence, d'un point de vue professionnel. Parce que, puis non, pas seulement professionnel d'ailleurs, de sa vie privée aussi, puisque l'année suivante, en 98, il y a un fait divers qui va tout précipiter, c'est que les entrepôts où étaient entreposés tous les décors et les costumes de tous les spectacles du théâtre a brûlé. Donc tout est parti en fumée, et un mois avant le début d'une tournée, donc c'était vraiment la catastrophe. Et puis alors, ce qu'il y a d'encore plus terrible, c'est que quelques semaines auparavant, Henry Irving, sans avoir consulté Stoker, avait diminué la police d'assurance. Donc ils n'ont pratiquement rien touché sur le remboursement du sinistre. Et du coup, ça a été la dégringolade. C'est à partir de ce moment-là que tout s'est délité. 2-3 ans après, le théâtre a fermé. Henry Irving est mort. La mère de Stoker est morte. Oscar Wilde est mort. Oscar Wilde, c'est quand même un proche de la famille Stoker. Donc c'est vrai que Dracula, c'est l'apogée de sa vie sur tous les plans. Et puis après, c'est la dégringolade, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'autres romans
de Stoker, à moins que je me trompe. Ah si, si. Alors parlons du reste de son œuvre Il a littéraire. écrit beaucoup de choses, mais justement c'est ça le problème. Et c'est que pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, Dracula, Bram Stoker, c'est l'auteur d'un seul livre Dracula, et c'est pas vrai du tout. Mais c'est le livre qui a le plus marqué. Par contre, à l'époque, il a fait un autre livre qui a eu un énorme succès, tant en Angleterre qu'aux États-Unis. C'est, je crois, en 1906, ouais. Il a écrit un livre de mémoire sur Henry Irving, parce qu'il y a une chose qui l'avait profondément agacé, c'est que quand le comédien est mort, comme c'était une superstar, plein de gens ont écrit sur lui. Et Stoker trouvait qu'on disait tout et n'importe quoi, et puis il s'est dit finalement, celui qui est le mieux placé, c'est quand même moi. Donc il a publié un bouquin, un gros bouquin d'ailleurs, mais je crois même que l'édition originale, il y a 2 volumes. Et ça a été un succès phénoménal en Angleterre et aux États-Unis, à tel point que je me suis rendu compte que quand il est mort, malheureusement, on ne lui a pas rendu suffisamment justice à ce moment-là, parce qu'il n'a pas eu de bol. Il est mort 5 jours après le naufrage du Titanic, donc tout le monde a parlé du Titanic, et puis quand lui est mort, personne n'en a parlé. Il y a eu 5 lignes dans le Times, c'est tout. Et justement, on parle du livre qu'il avait écrit sur Irving, et il me semble qu'on ne parle même pas de Dracula. Ah ouais. Donc c'est dire qu'à l'époque, ça n'a pas été le succès que nous, on lui a rendu depuis un siècle. Et sur ses autres livres, c'était aussi du fantastique? Alors il y a de tout. Il y a de tout parce qu'il y a des récits de voyage. Il avait été très impressionné quand il est parti pour la première fois aux États-Unis. Il avait été vraiment subjugué par le pays. Donc il a fait une chronique de voyage sur les États-Unis. Il a écrit des nouvelles aussi sur le monde du théâtre. Il a écrit des livres un petit peu, je ne peux même pas dire romantiques, mais enfin un peu à l'eau de rose, donc qui n'ont pas été des grands succès. Et par contre, il a écrit d'autres romans fantastiques qui sont pas mal. Il a écrit notamment un roman qu'on connaît moins, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Dame au linceul, et qui est carrément la version féminine de Dracula. C'est l'histoire d'une vampire, mais on se rend compte à la fin que c'est pas une vampire véritable, mais tout le long, c'est vraiment passionnant, parce qu'il y a vraiment une intrigue très très bien menée, qui est un petit peu écrite aussi à la façon de Dracula, c'est-à-dire c'est les protagonistes de l'histoire qui font leurs propres journaux intimes, et le déroulé de tous ces journaux donne le roman. Il a écrit aussi un autre livre qui est assez réussi, qui s'appelle Le Joyau aux 7 étoiles, qui raconte la résurgence d'une déesse égyptienne en plein Londres au XIXe siècle, donc qui est aussi réussi. Alors il a écrit aussi un livre c'est d'ailleurs son dernier, qui malheureusement est pas réussi, qui s'appelle Le repère du ver blanc. Alors l'idée était géniale, c'était l'idée que dans l'Angleterre, dans certaines régions d'Angleterre, il y a des gouffres, et qu'au fond de ces gouffres vivraient des vers géants qui remontent à l'Antiquité. Enfin, c'est très... Le sujet était intéressant. Mais il l'a bâclé, et je pense qu'il l'a bâclé pour 2 raisons. D'abord pour des raisons financières, puisqu'il n'avait plus ses émoluments au théâtre, puisque le théâtre avait fermé, donc il fallait qu'il vive. Donc plus vite il rendait ses textes, plus vite il était payé. Et puis il y a aussi qu'à la fin de sa vie, il était très malade, il voyait presque plus, et donc il a travaillé ce livre dans de très très mauvaises conditions, quoi. Mais il a écrit beaucoup de choses, il a écrit 11 romans, il a écrit une 50aine de nouvelles, donc c'est un auteur prolifique. Hein. Ouais, il reste des choses à traduire en France, ou on a tout Si, il y a encore des choses à traduire, encore des romans. Mais je ne pense pas vraiment qu'ils seront tous traduits, parce qu'ils ne sont pas tous très intéressants. Le dernier roman qui est intéressant, qui vient d'être traduit en français, c'est La Passe du Serpent, qui est le seul roman d'ailleurs qui se situe en Irlande, qui est intéressant, qui est bien, qui est d'une bonne tenue. Mais bon, je pense qu'à mon sens, à part les 3 romans dont je parlais, là, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est les nouvelles. Parce que c'était un excellent novelliste, il avait vraiment le don. C'était quelqu'un qui était très minutieux dans le travail, il prenait des notes, il se renseignait dans les bibliothèques. Il faisait vraiment... il était presque maniaque au niveau de l'écriture. Et ça se ressent dans les nouvelles. Les nouvelles sont... Enfin,
la plupart des nouvelles sont mieux écrites que la plupart des romans. Si on accepte Dracula, qui est quand même un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir du personnage? Qu'est-ce que vous en retenez après cette biographie? Ben, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'on imagine. C'est quelqu'un de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus tiraillé par différentes influences. Je pense que c'est quelqu'un qui était très malheureux aussi, parce je pense qu'il n'a pas vécu finalement la vraie vie qu'il aurait dû vivre. C'est un peu la victime de son temps aussi, de son époque, parce que c'était une époque très rigoriste, très arrêtée sur des principes stupides. Et je pense que Stoker est une des victimes. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que au fur et à mesure de son existence, on voit qu'il s'est laissé happer par la condition victorienne, par les idées reçues. Et il est devenu très réactionnaire à la fin de sa vie. Il a même écrit, d'ailleurs dans la bio que je viens de sortir, là, il y a un inédit que j'ai trouvé. Il a écrit un article sur la censure, et dans lequel il prône la censure pour les auteurs entre guillemets, licencieux. Ce qui est quand même hallucinant, parce que quand on lit Dracula, on se rend compte qu'il était un grand auteur licencieux, mais il ne s'en rendait pas compte. Et ça m'a beaucoup surpris, et en même temps c'est très intéressant de voir qu'on peut être modelé justement par l'environnement, même quand on n'est pas ce que les autres voudraient qu'on soit. C'est très très curieux, c'est plein d'enseignements. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Ben, c'est moi.